Bon, je vous demande si vous êtes bien assis et assises, parce que ce que j'ai à dire n'est pas forcément très drôle sur toute la longueur, mais rassurez-vous, à la fin, ça va être positif. J'ai 3 messages à vous faire passer, principalement, et vous pouvez lancer le timer, j'ai commencé. Sinon, c'est de la triche. Je sais que tout le monde a envie d'aller au cocktail. Voilà, merci. Le premier point, c'est que nous sommes dans une situation critique aujourd'hui. Vous le savez sûrement un peu, mais je vais donner quelques détails. Le deuxième point, c'est que nous sommes peut-être trompés dans la conception du problème auquel nous avons à faire face. Nous ne sommes pas dans une crise climatique. Je vais développer sur ça. Je ne suis pas climato-sceptique, hein, rassurez-vous. Et le dernier point, c'est qu'il existe tout un tas de solutions, et je vais essayer de vous les partager, et ça repose notamment sur la reconception de nos imaginaires politiques et économiques. Tout ça en 20 minutes. C'est ambitieux. Si on ramenait l'histoire de la Terre à 24 heures, l'humanité moderne, c'est-à-dire celle qui globalement consomme des énergies fossiles, du charbon, gaz, pétrole, on est arrivé il y a à peu près 4 secondes. C'est peu. Et dans ces 4 secondes, on a réussi à faire tout un tas de dégâts. Le premier, le plus évident, celui dont on parle le plus aujourd'hui, c'est le dérèglement climatique. Aujourd'hui, on est à peu près à 1 degré de réchauffement dans le monde, 1,5 degré en France. Ça se réchauffe beaucoup plus vite en France que dans la moyenne des pays du monde. Et d'ici la fin du siècle, on vise à peu près 3 degrés dans le monde et presque 4 degrés en France. Ces chiffres-là, c'est en l'état des politiques actuelles, donc il est encore possible de s'épargner cette apocalypse. Malgré tout, depuis à peu près 6 mois, nous sommes entrés dans une nouvelle phase du dérèglement climatique. On ne peut plus vraiment parler de dérèglement climatique, mais de décrochage climatique. Ce que vous voyez ici, là, alors j'ai pas de laser, non, j'ai pas de laser. Si j'en ai un, mais j'ose pas l'utiliser. Mais ce que vous voyez, la courbe la plus grosse en pointillé, c'est la courbe de 2023, et vous voyez qu'elle se détache complètement des variations passées. Ici, c'est un graphe donc de l'Institut Copernicus, vous pourrez aller regarder, c'est très intéressant. C'est la surface, la température de l'air à la surface du globe. Et si vous regardez pour les océans, c'est pareil. C'est assez flagrant qu'on est en train vraiment de vivre un décrochage en termes de température. L'autre manifestation de ce décrochage, c'est la fonte de l'Arctique. Au départ, dans les pires modèles climatiques, cette fonte était prévue pour environ 2040. Une étude parue dans Nature il y a 6 mois, encore une fois, ces informations sont récentes, montre que, en fait, dans les scénarios même plutôt optimistes, on pourrait connaître ces fontes d'ici 2030. C'est dans 7 ans. Donc il y a vraiment une accélération du dérèglement. Et un dernier témoin de ça, c'est les incendies au Canada. Vous n'avez pas du tout rêvé. Vous avez vu sûrement beaucoup d'incendies, beaucoup de médias s'y sont intéressés. Et effectivement, il y a plus de 15 millions d'hectares qui ont brûlé, ce qui représente un peu plus que la surface de la Grèce. On sort là encore une fois de tous les dérèglements passés qui étaient encore assez faibles. Les conséquences de tout ça, on les connaît. Voilà, la moitié de la population est déjà en fait exposée à des risques climatiques extrêmes. On connaît une chute des ressources alimentaires, on va connaître une recrudescence de maladies, mais en général, ces conséquences-là, on se dit que c'est pour les autres pays. Donc je vais me focaliser sur la France et sur la France métropolitaine. En France, des canicules comme celle de 2003, on va en connaître à peu près tous les 2 ans. Ça arrivait tous les 50 ans, ça va arriver tous les 2 ans. C'est une multiplication donc par 25 de la fréquence. Les déplacés climatiques, on va en connaître 1,5 million à peu près. Typiquement, si vous avez une maison en bord de mer, il est fort probable que vous rentriez dans ce 1,5 million de déplacés climatiques. Les incendies, on va connaître plus 20% de risque par degré de réchauffement. Souvenez-vous, on est sur une trajectoire à plus 4 degrés de réchauffement, donc ça fait presque plus 100%. Donc une multiplication par 2, et des épidémies aussi, tout simplement parce que les vecteurs de pandémies et d'épidémies, notamment les moustiques, vont trouver ça très confortable d'habiter dans des latitudes plus élevées. Et donc ici, ce que vous voyez, c'est une carte de diffusion du moustique tigre. Il est actif, il se reproduit en France. Très concrètement, ça veut dire que vous pouvez attraper la dengue ou le chikungunya sans partir en vacances dans les tropiques. Vous n'avez que les désavantages, quoi. Tout ça est lié à une chose, vous pouvez le prendre en photo, c'est un résumé assez succinct du problème actuel, c'est notre empreinte carbone. C'est pas pour s'auto-flageller, on est tous dans le même bateau dans cette histoire, c'est simplement pour remettre des ordres de grandeur en place. Et ce qu'on voit, c'est assez frappant, c'est que la voiture, effectivement, on a raison de beaucoup en parler dans le débat public, c'est un poste essentiel, tout comme la viande, le chauffage, l'avion, ou encore, vous voyez, en fait, l'électronique et les télécoms, finalement, c'est une part assez mineure quand on le ramène à l'échelle individuelle. Une chose que l'on dit moins souvent, c'est que ces émissions sont directement corrélées aux revenus. C'est assez logique en fait, l'essentiel de nos consommations est carboné, donc plus vous gagnez, plus vous consommez, plus votre empreinte sera forte. Mais ce qui est quand même frappant, c'est que c'est mécanique la corrélation, c'est-à-dire que dès que vous passez un décile de revenus juste au-dessus, systématiquement, vous allez émettre plus.
Le climat, malheureusement, ça n'est qu'un problème parmi d'autres. Sûrement le plus important aujourd'hui, et je ne sais pas, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, c'est l'effondrement de la biodiversité. Pour mettre quelques chiffres dessus, depuis 1870, on a perdu 50% des coraux, presque 70% des forêts et presque 90% des zones humides. Et ce que nous dit l'IPBES, c'est l'équivalent du GIEC mais pour la biodiversité, c'est que 1 million d'espèces sont menacées d'extinction d'ici 2050. Ça fait en gros un rythme d'extinction d'une espèce toutes les 10 minutes. Donc là, pendant mon temps de parole, il y a 2 espèces qui vont disparaître sur Terre. Et malheureusement, il y a le climat, il y a la biodiversité, et il y a encore 7 autres limites planétaires, la consommation d'eau, la pollution aux entités nouvelles. Alors pourquoi je vous dis tout ça ? C'est très lourd à recevoir, c'est très déprimant à recevoir, et puis j'imagine que vous savez déjà en partie ce que je raconte. C'est qu'en fait, c'est important de se rappeler de la complexité du problème face auquel on se trouve. Parce que pour l'instant, notre imaginaire, beaucoup d'entre nous, on agit un peu comme des joueurs de Rubik's Cube. Et on essaye à tout prix de résoudre une face. Et cette face, c'est le climat, et on est en train d'y arriver. Voilà, on est tout content, hop. Seulement, ce qu'on oublie, c'est qu'en résolvant cette face, toutes les autres se font dérégler. Ce qui est quand même terrible. Je sais, il y a sûrement des joueurs de Rubik's Cube dans la... Ça n'est pas possible, c'est une illustration. Soyez tolérants. Pour vous donner une illustration très concrète, si on prend la voiture, l'avenir de la voiture, si on se place dans cet imaginaire thermique, donc, c'est la voiture électrique. Alors oui, d'un point de vue climatique, c'est mieux. Maintenant, il n'y a plus de débat. L'ADEME a fait des avis très poussés dessus. Vous prenez une petite voiture électrique, c'est mieux qu'une voiture thermique, il n'y a pas photo, du point de vue climatique. Mais si vous descendez dans les autres limites, sur la biodiversité, la logique extractiviste sous-jacente aux voitures électriques fait que c'est probablement plus néfaste. Pareil pour les pollutions aux entités nouvelles. Ce que je vous montre là, c'est très qualitatif. C'est simplement pour voir qu'en fait, quand on résout avec une solution technique un paramètre, le climat, potentiellement, on dérègle tous les autres. Et c'est ça le malheur de notre temps. Et c'est pour ça que souvent les écolos disent « Oh là là, mais ça va jamais, etc. » Ben oui, ça va jamais parce que le problème est terriblement compliqué. Donc, la question quelque part, et voilà, on en parle bien ici depuis tout à l'heure, c'est est-ce que la technique nous sauvera ? J'ai une réponse brève. Non. Mais j'ai fait des études, donc je vais essayer de développer un peu plus. Tout d'abord, ce que je constate, c'est que la technologie nous place dans un certain imaginaire. Et cet imaginaire, je l'appelle ça cultive un rapport d'inflexibilité au monde. Pour vous donner une illustration, c'est ce que démontrait déjà le mythe de Prométhée. Le mythe, vous l'avez un peu ? Je vais vous le spoiler. Bon, ça a quand même plus de 20 siècles, hein, donc c'est pas le truc qui est sorti sur Netflix il y a une semaine. Mais le mythe de Prométhée, ce qu'il dit, c'est que l'humanité est née faible. On n'a pas de griffes, on n'a pas de grosses fourrures, sauf quelques rares exceptions. On n'a pas de... Bref, on n'a pas d'outils, d'armement, de défense. Donc, on a eu le feu. Et ce feu, en fait, il incarne le rapport technique au monde. C'est-à-dire que dans notre logiciel, le monde s'adapte à nous, à travers la technique, et non pas l'inverse. Et ça génère plein de choses. Aujourd'hui, par exemple, nous n'avons plus véritablement de barrière géographique grâce à l'avion. Oui, mais il y a le problème climatique. Ben, c'est pas grave. La donnée initiale, ça va être nous voulons conserver ce rapport-là au monde, nous voulons continuer à prendre l'avion. La croissance du trafic est de 4% par an. C'est en train de devenir une bombe climatique, en fait, cet usage-là. Mais la donnée initiale, c'est ça. Vous voyez l'inflexibilité ? On ne va pas discuter ce chiffre-là. Par contre, on va faire plein de R&D. On va dire, mais oui, mais avec la technique, on va y arriver, on va faire l'avion hydrogène. Mais quand on regarde dans le détail, ce que nous disent les industriels, le directeur général d'Airbus, notamment Guillaume Faury, il nous dit, oui, l'avion hydrogène, c'est pour 2035, les prototypes. Et après, le temps que ça se diffuse, en fait, les premiers effets des avions à hydrogène arriveront d'ici, en gros, une vingtaine d'années. Le problème, c'est qu'on n'a pas ces 20 ans aujourd'hui. On ne les a pas. Et si on pousse un cran plus loin, en fait, pour produire l'hydrogène nécessaire à la propulsion de la flotte française, si on fait l'hypothèse qu'elle est propulsée à l'hydrogène, il faudrait mobiliser à peu près 20 réacteurs nucléaires à temps plein, ou 27 000 pieds d'éoliennes. Et vous voyez là que c'est hors d'échelle. Ça ne veut pas dire que l'avion hydrogène ne va pas exister et qu'il ne faut pas investir dedans. Ça veut juste dire qu'on ne peut pas du tout compter dessus à 100% et qu'il va vraiment falloir qu'on change notre culture, notre rapport en fait à la géographie, etc. Un autre exemple, peut-être plus anecdotique, mais pas tant que ça, c'est la géo-ingénierie. Vous savez qu'aujourd'hui, certaines personnes commencent à se dire en fait, on n'arrive pas à baisser les émissions, c'est assez flagrant, ça n'a jamais arrêté d'augmenter. Donc, on va faire autrement. Vous savez que l'effet de serre, c'est 2 choses. Des émissions qui font un écran
de l'énergie qui rentre et qui est bloquée par ces effets de serre. Donc on va empêcher l'énergie solaire de rentrer. Très concrètement, on va faire un miroir, soit chimique, soit physique, avec des particules de soufre, peu importe, et on va le mettre dans l'espace. Ça vous semble complètement utopique, j'imagine. Pourtant, c'est pris extrêmement au sérieux aux États-Unis. Vous avez l'Académie des sciences qui a fait des évaluations économiques et qui montrent que c'est faisable. Il y a même des boîtes privées, comme Make Sense, qui vendent des crédits de refroidissement. Donc on est déjà sur cette trajectoire. Et pourtant, cette technologie présente un risque énorme. C'est les fameux risques de choc de terminaison. C'est si la technologie s'avère défaillante, on risque de rattraper le réchauffement qu'on aurait dû avoir en très peu de temps. Pourquoi je vous raconte tout ça? Alors déjà, je fais des développements supplémentaires, voilà, je fais ma pub, bon, dans une conférence dédiée à ça. Évidemment, je ne veux pas du tout dire que la technologie ne sera pas utile. C'est une évidence qu'elle sera utile, on a besoin d'investissements dans la tech, etc. Le problème, c'est quand l'imaginaire est uniquement fondé sur ça et que ça nous épargne la réflexion sur véritablement nos comportements. Et en fait, c'est la réflexion la plus dure. On sait progresser, on sait optimiser les systèmes, ça mobilise tout le monde, c'est super enthousiasmant, on l'a encore vu aujourd'hui, ça fait envie, en fait, de voir tout ça. Le problème, c'est que ça ne suffira pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Et je vous le dis, c'est un partage. Je n'ai pas forcément une bonne solution. Mais je pense que voilà, c'est un message qui est important. Donc face à ça, si j'ai quand même deux solutions. La première, c'est qu'on ne va pas y échapper, il va falloir renoncer à certaines choses. C'est sans doute le message le plus dur de la transition écolo, qui fait que beaucoup d'écolos d'ailleurs sont détestés. Mais c'est un peu inévitable. Il y a des activités, il y a des produits, il y a des choses, des comportements auxquels on va devoir renoncer. Et ça nous fait peur. Et en fait, c'est assez logique que ça nous fasse peur parce qu'on n'a jamais vraiment réfléchi à ce que ça voulait dire renoncer. Et heureusement, il y a des courants de pensée en train de naître, notamment le courant de la redirection écologique. Je vous invite à regarder ça, à vous intéresser un peu à ce sujet, avec notamment cet ouvrage, bon, Héritage et fermeture. Mais ce mouvement de redirection dit, en fait, on ne peut pas faire une page blanche du passé. On a des infrastructures qui viennent du passé, des modes d'organisation qui viennent du passé. Il va falloir que certaines soient mises en extinction. Et donc, il développe une ingénierie de la fermeture. Mais l'autre point beaucoup plus positif, c'est qu'il faut aussi qu'on s'excite autour de la transition, parce que c'est excitant en fait. Il y a plein de choses à réinventer, il y a plein de nouvelles abondances, plein de nouveaux liens sociaux qui vont être créés, plein d'innovations qui vont exister. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est changer de regard sur cette transition. Changer de regard sur deux choses. D'une part, le point d'aboutissement, qui aujourd'hui est sombre. Quand on pense transition écologique, on voit contraintes, etc. Ça ne fait pas envie. Donc il faut que les fictions, la culture en général, nous invitent à y aller, nous le montrent de façon positive. Et il faut aussi que le chemin pour y aller nous semble plus positif. Vous vous dites peut-être, mais changer de regard, oui, c'est bien, mais c'est flou en fait, ça ne veut rien dire. Si vous souvenez-vous du film que vous avez vu au début là, c'était pas prévu, je ne savais pas qu'il y aurait ce film-là, mais c'est intéressant. Vous vous souvenez des paysages qui étaient montrés, le désert, la montagne, etc. Vous avez trouvé ça beau? Oui, mais c'est absurde. Parce que c'est des territoires qui sont complètement hostiles si vous y réfléchissez. Vous ne vivrez pas plus de quelques heures dans un désert, en mer ou dans une montagne si vous êtes juste vous avec votre sac à dos et votre brosse à dents. Et la raison pour laquelle aujourd'hui on trouve ça beau, c'est que à travers la culture, on a réussi à le poétiser, bref, à changer de regard. Voilà, à travers, bon là j'ai mis que des peintures, mais vous avez compris l'idée. On peut changer notre regard sur le monde en général, donc on peut le faire aussi sur la transition qu'on a à mettre en œuvre. Et pour faire ça, il n'y a rien de mieux que d'avoir des exemples qui ont marché, positifs. Un exemple politique, c'est Jean-François Caron. À main levée, qui le connaît? Personne, ben c'est parfait. Vous le connaîtrez. C'est le maire de Los Angeles. C'est une toute petite ville au nord de la France qui est vraiment, en 2000, elle était soumise à tous les maux. Fort taux de chômage, alcoolisme, plus d'activité économique, c'était terrible. En 20 ans, il a réussi à ramener l'activité économique, à ramener la biodiversité, à réemployer, etc., avec tout un tas de solutions. Et c'est un modèle en termes de transition, voire même de bifurcation écologique. Ils ont fait la première église solaire, par exemple, en France. Ils ont fait la première école de parapente aussi au nord de la Loire. Voilà, le terril, déchet industriel, symbole d'une époque, presque symptôme d'une époque, c'est devenu une valeur, en fait, pour ce territoire. Et ils ont planté des arbres fruitiers partout. Vous me direz, c'est anecdotique. Oui, seulement ils l'ont fait d'une telle façon que, en fait, tout le monde s'est mis à produire des confitures. Et le maire adore rappeler que les maires précédents avaient des pots de vin et que maintenant il a des pots de confiture. Bref, c'est un récit hybride. On ramène à la fois la biodiversité et le bien-être dans la ville. Et le même genre de récit doit être porté dans l'entreprise. Évidemment, vous avez vu, j'ai 20 minutes, je ne peux pas développer des masses, mais
Aujourd'hui, la conception de la transition dans l'entreprise, c'est ouais, il y a des problèmes, allez, on va s'adapter. On va prendre notre chaîne de valeur, on va un peu décarboner chaque truc, la conception, l'utilisation. Mais en fait, ça, c'est une stratégie de défaite, ça. Une entreprise qui prend en compte la transition, ce n'est pas une entreprise qui est motrice dans la transition. Et on a besoin de vous pour ça. Je dis on, enfin tout le monde, quoi. On a besoin que les entreprises catalysent la transition et pas juste ouais, s'adaptent un peu pour que ça passe. On n'en est plus là aujourd'hui. Donc, il faut mettre les pieds dans le plat et notamment réfléchir à des notions douloureuses comme qu'est-ce que c'est, la croissance volumique. Revenir sur cette notion-là. Si la valeur, la profitabilité d'une entreprise vient de sa croissance volumique, il y a un problème. Vous dites c'est utopique. Eh bien, il y a déjà des centaines d'entreprises qui sont sur cette voie-là, qui franchissent les marches les unes après les autres, qui étaient d'abord juste responsables, un peu de RSE, on reste dans la réglementation. Et puis, elles sont devenues contributives. Et puis, c'est quand même mieux. Et puis après, elles deviennent carrément régénératives. Vous direz peut-être que c'est des concepts, vous aurez raison, mais en fait, ça permet de qualifier aussi un changement. Je fais des développements dans une conférence aussi sur ça. Je vais juste donner 3 exemples pour vous montrer à quel point c'est possible. J'ai insisté en fait sur celui du centre parce que l'heure tourne. Est-ce que vous connaissez Christopher Guérin, le PDG de Nexans, ça vous parle? Je prends cet exemple volontairement pour montrer en quoi la bifurcation d'une entreprise radicale peut être complètement compatible avec les intérêts de tout le monde, actionnaires, fournisseurs, etc. En 4 ans, il a réussi à réduire énormément la croissance volumique de son entreprise, réduction du nombre de clients, donc du portefeuille de clients, réduction du nombre de références de produits, etc. etc. Il a quadruplé la valorisation boursière et il a réussi aussi à augmenter la profitabilité. Tout le monde est content en sortant d'une logique de croissance volumique. Évidemment, je vous le résume, je vous invite vraiment à lire ce bouquin, c'est une preuve vivante que c'est possible. Et la deuxième preuve encore plus vivante, vous aurez la chance de la voir en live parce qu'elle est là en coulisses, elle va bientôt arriver, c'est Sophie Robert-Vellu, elle se présentera et elle a mis en œuvre au sein de Mustela aussi une transition radicale. Et pourquoi je vous en parle? Parce que ce genre de récit positif qui montre qu'une bifurcation est possible, vous avez besoin de l'entendre pour le mettre en œuvre chez vous. Et que franchement, la transition carbone, mais c'est le niveau, je vais dire un mot trop radical, c'est pas assez. Voilà, c'est vraiment pas assez. En bref, si vous avez retenu mes 3 points, donc d'une part, on est vraiment dans une situation critique. Depuis 6 mois, 8 mois, il y a une accélération du dérèglement qui est brutale. Peut-être vous ne l'avez pas encore senti dans votre chair, mais ça va venir malheureusement. Le deuxième point, c'est que, en fait, cette accélération vient du fait qu'on n'a pas été assez vite dans la transition, principalement parce qu'on s'est trompé dans la qualification du problème. C'est beaucoup plus qu'un dérèglement climatique, ok. Et le troisième point, c'est qu'il faut absolument qu'on transforme notre imaginaire vis-à-vis de cette transition. Et que la technologie sera peut-être en effet levier, mais ce sera 10% de la solution. Et que le reste, en fait, ça va être des modifications de comportement, etc. Et que ça, on peut les créer à travers la culture. D'où, moi, mes formats de conférences sur voilà, la question de la liberté, de l'écologie. Ah, mais l'écologie, c'est forcément de la contrainte, c'est forcément une restriction. Ben non, pas forcément. Ah oui, mais l'écologie, on n'a pas envie de revenir à l'âge de pierre. Oui, mais en fait, quand on dit ça, c'est parce qu'on souffre d'un défaut d'imagination monumental. Et potentiellement, en fait, si on faisait l'exercice de se projeter de façon positive, mais vous, tous autant que vous êtes ici, à vous projeter dans votre entreprise en 2050 et de voir comment elle pourrait être motrice du changement, eh ben, on y arriverait sûrement beaucoup plus vite. Voilà, merci beaucoup et je laisse la parole.